cette dernière vidéo consacrée au bouclage classique, nous allons voir la finalité des deux vidéos précédentes, c'est-à-dire que nous allons mélanger le marché du travail et le marché des fonds prêtables afin de compléter cette théorie et montrer comment le modèle classique est un modèle d'offre. Tout d'abord, il faut définir l'offre globale et la demande globale. L'offre globale, notée OG, correspond à la production du pays Y, qui est une fonction f de nk. On rappelle que k est exogène, il est exogène au modèle, on ne peut pas le modifier, il est fixé, et que n, il est défini sur le marché du travail par l'équilibre. La demande globale, notée dg, dépend de y et de r, donc de la production et du taux d'intérêt. Elle est égale à la somme de la fonction de consommation qui dépend de y et de r, et de la fonction d'investissement qui dépend elle aussi de r. Si on regarde la forme de la demande globale, la dérivée de dg par rapport à y est supérieure à 0. C'est-à-dire que quand y va augmenter, la demande globale va augmenter elle aussi. A l'inverse, la dérivée de dg par rapport à r est inférieure à 0. C'est-à-dire que lorsque le taux d'intérêt augmente, la demande globale va baisser. Le bouclage classique s'inscrit comme suit. Il y a d'abord de la production faite par les entreprises qui va être reversée en intégralité sous forme de revenus aux ménages. Les ménages vont faire une répartition de ce revenu entre la consommation et l'épargne. Ceci va ensuite s'ajuster grâce à l'équilibre du marché des fonds prêtables, du marché financier, grâce à la flexibilité de R. Et ensuite, on a notre niveau d'investissement qui est déterminé. Ça, c'est le bouclage classique. On part de l'offre et la demande s'adapte. Nous sommes dans un modèle d'offre, l'offre entraîne la demande s'adapte toujours, il n'y a pas de surplus de production car toute la production sera desservie dans l'économie. Voyons voir en termes de graphique comment ça se présente. Donc, on part de la production. La production, on le rappelle, qui est déterminée sur le marché du travail. WP en abscisse, en ordonnée, N en abscisse. La demande de travail définie par la courbe de productivité marginale. L'offre de travail des travailleurs, avec ici Nmax. Voilà. Donc là, nous avons l'offre d'emploi, la demande d'emploi. Nous avons un équilibre NPE, donc N de plein emploi, même si on rappelle qu'il y a du chômage volontaire. Nous avons un salaire d'équilibre de plein emploi. Voilà. Ensuite, on retranscrit ça sur le graphique de la fonction de production de l'entreprise. N, Y. La fonction de production qui, on le rappelle, est croissante, positive et concave. On retranscrit le N de plein emploi, ce qui nous donne la production de l'économie à plein emploi. Maintenant, on va faire un petit tour entre guillemets de passe-passe pour passer le Y de plein emploi d'ordonnée aux abscisses. C'est-à-dire que là, nous avons un YPE disponible en ordonnée et que nous, on le cherche en abscisse. On va donc faire un graphique juste à côté, identique. Donc, sauf que là, on va simplement mettre en ordonnée et en abscisse Y et tracer la bisectrice. Donc une droite à 45 degrés. Hop. Voilà. Cette droite, c'est une droite de production. Et en fait, qu'est-ce que ça signifie ce graphique? Ça signifie que pour une unité produite, eh bien, il y a une unité produite. C'est logique. Et à quoi va nous servir ce graphique? Ça va nous servir à reporter le Y d'ordonnée en abscisse. C'est-à-dire qu'on peut prolonger
vu que les graphiques sont à côté et sont de même taille normalement, nous avons donc la donnée de y de plein emploi en ordonnée, et vu que c'est une droite bisectrice, donc 1 égale 1, on reporte ça en abscisse, et nous avons le YPE en abscisse. Et enfin, on a notre dernier graphique, le marché financier, qui va montrer comment la demande s'ajuste à l'offre. Donc, on remonte le Y de plein emploi, et on sait que l'économie ne peut pas produire plus que ce niveau de production. Ce niveau de production, c'est Y. Voilà, donc là nous avons notre offre de fonds prêtables. Nous avons la demande ici. Donc l'épargne qui dépend de Y, qui dépend de R. Et ici nous avons l'investissement qui dépend de R. Donc nous avons ici la production, la richesse de l'économie avec Y, défini ici. Et ensuite, le marché, par le jeu de tâtonnement expliqué la vidéo précédente, va s'adapter. Le taux d'intérêt va s'adapter jusqu'à ce qu'on obtienne que l'investissement est égal à l'épargne avec un taux d'intérêt d'équilibre et un niveau tel que I est égal à S. Et toujours entre les deux, la consommation. L'ajustement n'est peut-être pas instantané, mais comme on l'a vu, si jamais R est trop haut ou trop bas, il va y avoir un excès d'offre ou de demande, auquel cas il va y avoir des pressions à la hausse ou à la baisse du taux d'intérêt qui est flexible, et au final on va toujours se retrouver à ce R d'équilibre, ce R étoile, tel que I est égal à S, l'investissement est égal à l'épargne, et la différence entre l'investissement et Y, c'est la consommation, et on retrouve bien la demande globale, qui est que la consommation plus l'investissement, ben c'est égal à Y. L'investissement plus la consommation est égal à Y. Maintenant, on va voir pourquoi, selon les classiques, il ne faut pas qu'il y ait de déréglementation du marché du travail. Imaginons que l'on mette en place un SMIC. Un SMIC à 1200 €, supérieur en tout cas au salaire d'équilibre WP. On va se retrouver dans la situation suivante. Donc nous avons notre marché du travail, NWP. Nous avons la courbe ici. Hop, on va volontairement le faire loin. La demande de travail. Donc, normalement, notre salaire d'équilibre se situe à ce point-là. Enfin, notre nombre de travailleurs, pardon, d'équilibre. Cependant, si on met un SMIC supérieur au salaire d'équilibre, il va être ici. Imaginons. Qu'est-ce que cela va faire? Cela va faire qu'il va y avoir un excès d'offres. Nous avons ici le nombre d'emplois nous avons ici le nombre d'emplois offerts, NS, et nous avons ici le nombre d'emplois donnés, demandés. On a donc un problème. La production de l'économie, elle va se faire au niveau de l'emploi demandé. Il va donc y avoir du chômage, et on va produire moins, puisque la valeur de ND est inférieure à la valeur du N d'équilibre. On a donc l'Y, nous avons donc une production de Y qui va baisser elle aussi. Hop, notre graphique, N, Y, voilà. Si on reporte ici, on voit que Y baisse et que notre nombre d'employés a baissé aussi. Alors qu'il aurait dû se situer Y, comme on l'avait vu tout à l'heure, à un niveau supérieur, avec plus d'emplois. C'est plein emploi. Voilà. Comme tout à l'heure, on reporte sur une bisectrice à 45 degrés.
Voilà. Notre Y se trouve donc, notre production de l'économie se trouve donc ici. Maintenant, passons au marché des fonds prêtables. Voilà. Nous avons donc notre maximum de l'économie qui se trouve ici. Voilà. Nous avons toujours la demande qui, elle, reste inchangée. Et voilà ce que ça donne. Nous avons Y ici. Nous avons notre taux d'intérêt ici. Nous avons l'investissement qui est égal à la consommation à un niveau là. Et nous avons une faible I égale S, pardon. Investissement égal à l'épargne ici. Si, comme tout à l'heure, nous étions au plein emploi, c'est un peu brouillon, mais nous nous serions retrouvés ici avec une droite d'offre de fonds prêtables comme cela. Et dans ce cas-là, on aurait eu un R plus faible, I égale S, l'investissement et l'épargne plus élevé, un Y plus élevé, une consommation plus élevée. Voilà. Donc on voit bien avec ce graphique, ces 4 graphiques, que si jamais l'État réglemente plutôt justement le marché du travail, ça va s'adapter, la demande globale va s'adapter parce qu'il n'y a pas de crise de surproduction ou de sous-production, mais en revanche, on va avoir moins de richesse, moins de consommation, moins d'investissement que si jamais ce n'était pas réglementé, comme les classiques le préconisent. Les classiques préconisent donc de ne pas réglementer, de laisser faire les entreprises, de laisser faire la règle du marché. Ils appellent ça la main invisible du marché suivant les mots de Smith.